Les perspectives d'avenir presque bouchées du Sud semblent à l'origine de cette obsession de l'ailleurs. Comble de malheur, aucun drapeau en berne dans l'hémisphère Sud à l'occasion de ces morts d'une mauvaise mort. Peut-être est-il conscient des conditions non réunies pour l'épanouissement des peuples d'ici et où la gouvernance politique, économique et sociale donne à distinguer une majorité affamée et une minorité rassasiée, souvent, sinon toujours, sous le regard de la même communauté internationale. Juste des mots pour réfléchir. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Suite FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Ghislain Pierre et Sono. Bon appétit à ceux qui sont d'ores et déjà à table. À présent, on accueille nos différents panélistes. Serge Pout, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous travaillez du côté de la CRTV Radio, c'est bien, c'est la Poste Nationale. Poste Nationale, CRTV, Direction de l'Information Radio. Direction de l'Information Radio. Avec vous, on parle de la sortie du président de la République cette semaine pour présider la cérémonie de sortie de la 33e et 34e promotion de l'EMIA. Ça faisait longtemps. On n'avait plus vu le chef de l'État. C'était quand même un moment plein d'émotions au quartier général. C'est un grand moment républicain, il faut le préciser. C'est le président de la République, chef de l'État, chef des armées qui se déplace. C'est important de faire mise en contexte de ce déplacement et de cette sortie triomphale, on va le dire. Nous sommes en plein contexte insécuritaire. L'heure est grave. L'armée fait de grands résultats, essaie de briser les chaînes des entreprises du crime au niveau du septentrion. On voit la bonne main donc du président de la République, du chef des armées qui dirige, qui fixe le cap, qui met les moyens. On voit la République tout entière se mobiliser avec notamment tout ce qu'on a observé ces derniers temps en termes d'efforts de guerre. Et puis il y a deux cuvées donc qui sortent, 33e et 34e cuvée, qui sortent à ce moment frais moulus de l'EMIA, et on leur dit écoutez, il y a un objectif précis, vous sortez comme des flèches, vous devez absolument tenir très haut le rang de l'armée du Cameroun. Il y a surtout le nom de baptême de cette promotion. Ouais. Un nom de baptême qui rend hommage. Oui, hommage à Youssouf Mahamat Bahar, qui avait justement fait preuve de bravoure. On se souvient donc au large de Bakassi, qui poursuivait ceux qui avaient braqué Ecobank au niveau de Douala, et qui, quoique blessé, a quand même réussi à rattraper les ravisseurs, les assaillants, et donc à permettre à ce qu'ils soient neutralisés. Il a donné sa vie pour eux. Donc c'est important, c'est un modèle, c'est un référent pour ceux qui sortent. Soyez comme Youssouf Mahamat Bahar, soyez donc vaillant héros, comme il est écrit dans les Saintes Écritures. Merci Serge Pout. On accueille aussi présent un autre Serge, on peut en cacher un autre, Serge Aimé Bikoy. Serge Aimé Bikoy, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba. Sociologue, journaliste indépendant, c'est bien cela. Exact. Avec vous, on parle de René Emmanuel Sadi, qui a été choisi par le chef de l'État pour présider le comité chargé des gestions du coup de cœur, de la lutte contre Boko Haram. Est-ce que ce choix vous rassure? Bien, on ne peut pas dire a priori que ce choix est rassurant. C'est d'autant plus que ce sera une réflexion limitative, parce que il faut d'abord juger le bâton au pied du mur, de manière que l'on puisse davantage avoir un ensemble d'indicateurs factuels, aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif, qui nous permettront notamment de savoir véritablement que les uns et les autres ont bien travaillé. La preuve, il n'est pas seul, il est dans un comité constitué de 6 personnes. Mais moi, je pense que lorsque l'on jette un regard sur ce comité-là, il y a eu un recadrage du chef de l'État qui veille au grain, notamment de façon que l'on puisse davantage voir dans quelle mesure on peut avoir un ensemble d'éléments
permettant notamment de réorienter la gestion de ces différents fonds qui sont déjà, il faut le dire ainsi, colossaux. La preuve en est qu'avant la création de ce comité interministériel, on avait déjà eu droit à la mobilisation et à la cotisation de plus de 500 millions de francs CFA, références qui ont été notamment publiées par un ensemble d'autorités officielles. Mais maintenant, c'est vrai que le comité a justement été présenté, mais la critique que l'on peut faire de façon systématique, c'est qu'en réalité, l'on se serait attendu que le chef de l'État nomme au moins quelques personnalités indépendantes dans ce comité. Il y a par exemple Samuel Cléda, Christian Tombier, parce que lorsqu'on nomme seulement un comité qui a la configuration d'un comité partisan, parce que c'est le personnel politique gouvernant. Or, l'affaire de la lutte contre Boko Haram n'est pas exclusivement l'apanage du chef de l'État, mais c'est également l'affaire de l'ensemble des corporations sociopolitiques qui devraient davantage travailler à ce qui est justement cette transparence, cette lisibilité. Aujourd'hui que la quasi-totalité de l'ensemble des membres du gouvernement ont quelque peu failli. Vous savez bien que j'étais un coup d'œil notamment à la prison centrale de Yaoundé, vous verrez qu'il y a des ponts de la République qui sont en prison. Or, aujourd'hui, si l'on veut davantage faire émerger cette transparence-là, il faut fondamentalement qu'il y ait également des personnalités indépendantes qui sont dotées d'une certaine crédibilité, a priori, a posteriori. Voilà, une analyse très pertinente d'un sociologue que vous êtes. Merci pour cette première prise de parole. Jean-François Chanon, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes un peu essoufflé? Oui, évidemment, parce que vous savez, traverser la ville de Yaoundé quand on travaille, et on sort d'une rédaction pour rejoindre... En tout cas, c'est un plaisir pour moi de retrouver les téléspectateurs de Canal 2 International. On vous accueille à froid avec cette histoire de cambriolage cette semaine chez le ministre Mama Fouda. On parle d'environ 300 millions de francs qui avaient déjà été emportés chez le même ministre Mama Fouda. Et cette fois, un coffre-fort. Est-ce que les ministres ont la phobie des banques car ils préfèrent garder leur argent à domicile maintenant? Non. Est-ce que les faits sont exactement ce que j'ai... Parce que j'ai suivi ça d'un confrère de la place, mais les recoupements que j'ai faits me semblent quand même que c'était pas exactement cela. Bon, j'ai appris qu'il y a eu 300 millions qui ont été déportés et que les voleurs seraient partis sur la moto avec le coffre-fort rapidement. Je ne sais pas si c'était en plein jour ou pas. Mais ce que moi j'ai plutôt appris, c'est que le ministre qui est trésorier qui était trésorier de l'opération de l'effort de guerre dans le Fundi. Donc la réunion a eu lieu, présidée par le ministre Bagamboa, et le ministre en était le trésorier. Et quand la réunion s'est achevée, effectivement, il est rentré chez lui, mais aurait mis l'argent en lieu sûr quelque part. Et que c'est après, le lendemain, qu'effectivement, les gens savaient que c'est lui qui avait le pactole de à peu près 40 millions, je crois. Il serait donc venu chez lui parce que très tôt le lendemain, lui partait, je crois, dans le nord-ouest. Et il serait parti très tôt. Donc c'est là qu'ils ont mis... Mais enfin, moi je peux quand même m'étonner que un ministre de la République, on entre aussi facilement chez lui. Et c'est la deuxième fois. Et je me dis qu'on entre aussi facilement parce que je vois d'autres ministres sont gardés par des militaires. Parce que quand on est quand même ministre de la République, on représente, j'allais dire, dans notre pacte républicain, quelque chose d'important. C'est-à-dire on dirige un département ministériel et que l'État vous donne les moyens de votre protection, les moyens de votre sécurité. Ça, c'est indéniable. Mais je suis quand même étonné que les gens en viennent à penser qu'ils puissent aller. Bon, maintenant, il y a effectivement des ministres qui gardent de l'argent dans leur maison. Vous savez, les sollicitations sont diverses. Quand on est nommé ministre, chaque matin avant de sortir de chez soi, vous trouvez là une file de gens qui s'asseyent, qui attendent. Et la plupart des ministres, aucun ministre, en tout cas pratiquement, n'arrive au bureau avant 11h, 10h. Parce qu'il y a toujours des gens à recevoir à la maison, parce qu'il y a toujours des gens qui doivent... Ce qui n'est pas d'ailleurs normal. Ce qui n'est pas normal, effectivement, parce que les ministres sont des serviteurs. C'est-à-dire à qui celui dont le peuple camerounais a confié, j'allais dire, comment dire en termes plus régaliens, c'est-à-dire la présidence de la République leur a confié une partie de son pouvoir. Donc ils sont au service de notre patrie à travers les départements ministériels qui ont. Ce ne sont pas des gens qui doivent être des possesseurs d'argent. S'il en vient, on en vient à trouver une telle somme chez un ministre. La première chose, c'est que le procureur de la République s'auto-saisit. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, avec la lutte contre le terrorisme, si vous trouvez, on vous trouve quelque part avec 300 millions en espèces. Mais non, vous êtes aux arrêts.
Il a dit que vous allez arriver à Charles de Gaulle aujourd'hui, ou à Johannesburg, ou à New York, à Dell, à JFK, et on trouve sur vous, comment dire, là il dit que 10 000 euros à Charles de Gaulle, par exemple, 10 000 euros en espèces. Eh bien, vous devez expliquer qu'est-ce que vous faites avec cet argent. C'est-à-dire que maintenant, le financement du terrorisme est dans les... Donc, je pense que il faut peut-être, j'espère que les faits ne sont pas exactement ce que j'ai suivi dans les médias sur des confrères et que je sais que ces confrères sont assez sérieux. Je voudrais dire que je m'étonne qu'un ministre puisse avoir chez lui 300 millions de francs. Mais vous savez, on est au Cameroun, hein, et on a vu plein de choses dans le passé, et ça fait rire, mais on devait plutôt en pleurer. En même temps, c'est étonnant et peut-être inquiétant si cela s'avère vrai. On accueille à présent M. Mbala Elanga. Bonjour, bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invité. Président de la CPMC, c'est bien cela, oui. Par intérim. Alors, on parle des scènes de xénophobie qui ont ébranlé l'Afrique du Sud la semaine dernière. Comment avez-vous réagi face à cette actualité? D'abord, l'étonnement, parce que c'est quelque chose qui est assez surprenant de la part d'un pays qui se veut un pays ouvert et qui a été au cœur, n'est-ce pas, de la lutte contre l'oppression en Afrique. Et donc, ça me semble vraiment étonnant qu'on en arrive à cette situation-là. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que ça illustre aussi, je vais dire, l'intolérance qui existe dans la plupart des pays africains, qui font la leçon à l'Occident sur ce qui est des politiques d'immigration et tout, mais qui ne sont toujours pas capables d'accueillir sur leur sol, n'est-ce pas, des citoyens d'autres pays. Donc voilà un peu ce que ça m'a inspiré cette situation, et elle vient quand même en complément, n'est-ce pas, de ce qui se passe actuellement au niveau de la Méditerranée avec tous ces milliers de morts, les centaines de morts par semaine, parce que simplement les gens essaient de partir de leur pays où ils n'ont plus de rêves, où ils semblent ne pas avoir d'avenir, et ils essaient donc de trouver un avenir meilleur. Alors quand on a trouvé quelque part un endroit où on pense avoir trouver la tranquillité, et qu'en ce moment-là on se fait pourchasser simplement pour sa nationalité ou pour le fait que l'on ne soit pas autochtone du pays, c'est de mon point de vue une situation grave, d'autant plus grave qu'actuellement la présidente de l'Union africaine, je veux dire la tête de l'Union africaine est une Sud-Africaine qui a été elle-même ministre des Affaires étrangères dans son pays. Donc, c'est un mauvais signal, à mon sens, que l'Afrique du Sud envoie au reste des pays africains. Merci Mbala Elanga. Faustin Dikam, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba. En partance pour la Belgique, on vous a rattrapé de justesse. Vous avez un séjour de 10 jours prévu en Belgique, c'est ça? Oui, ce soir, je suis parti. Toujours pour le travail. C'est notre métier. D'accord. Voilà. Merci quand même d'avoir accepté notre invitation. On parle d'une grosse bataille entre Danois, Philippins et surtout Français pour le canal du port de Kribi. On annonce également le chef de l'État de ce côté. Mais on parle de gros soupçons de corruption de ce côté-là. Ce qui se passe dans le processus d'attribution du terminal à conteneurs du port en eau profonde de Kribi est absolument inacceptable. C'est la manifestation d'un système de gouvernance où des fonctionnaires tapis dans l'ombre ont choisi délibérément de faire leur marché dans le frigidaire de la République. Vous aimez bien le frigidaire de la République? Bien sûr. Disons-le franchement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'il vaut mieux fixer les téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment. Dans un système de compétition internationale, il y a des règles. Et la première de toutes ces règles, c'est que le meilleur gagne. Il se trouve que le Cameroun a lancé un appel d'offres international pour la concession, l'attribution du conteneur du terminal à conteneurs du port en eau profonde de Kribi. Après la sélection, et je dois dire au passage que ce processus d'attribution est dirigé par une structure qui est logée au 4e étage de l'immeuble SNI ici à Yaoundé et qui est dirigée par un certain Cyrus Ngor. Après avoir analysé, respecté le cahier des charges
des uns et des autres, 3 candidats ont été définitivement retenus. Il s'agit du français Bolloré. Il s'agit des Philippins de ISTIC. Il s'agit des Danois de APMT. Alors, mais là où le bas blesse, c'est que Bolloré vient en tête avec un montant de 740 millions d'euros. Les Philippins viennent en second avec un montant de 490 millions d'euros. Les Danois finissent avec un montant de 400 millions d'euros. Ce qui a étonné tout le monde, c'est que le jour de la lecture publique des offres, M. Cyrus Ngor a refusé de lire les montants. Et là, on a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. On a beau aimer Bolloré ou pas, on s'en fout. Nous ne sommes pas payés ici pour dire que Bolloré est beau, grand et fort. Mais dans le système de compétition internationale, si vous acceptez qu'une structure compétisse et qu'elle est la première, alors il faut respecter les règles. Ce qui n'a pas été fait. Alors, quel a été l'arbitrage du chef de l'État sur cette question? J'en viens. Quand Cyrus Ngor, le président de la commission d'attribution, refuse de lire les montants, pendant l'ouverture des dossiers, vous savez bien que c'est un exercice public. Il argue qu'il y a un autre point qu'ils ont ajouté aux critères, qu'il s'agit de la vérification de la régularité des montants dévoilés ou bien avancés par les 3 candidats. Mais c'est plus tard qu'on va se rendre compte que, en réalité, ce point, pour lequel aucun des candidats n'a été informé, visait juste à écarter un candidat. Puisque le rapport dans lequel tous les membres de la commission dirigée par Cyrus Ngor ont signé, et où se trouve que Bolloré vient en tête avec 740 millions d'euros, a été caché. Et c'est un autre rapport signé du seul Cyrus Ngor qui sera présenté au Premier ministre. C'est ce rapport-là qui sera présenté au chef de l'État par le Premier ministre le 10 avril dernier lors de sa rencontre hebdomadaire avec le président de la République. Alors, il y a un problème. Pourquoi est-ce que Cyrus Ngor a refusé de lire le montant des candidats, de chaque candidat? Pourquoi est-ce que Cyrus Ngor a caché le rapport signé de tous les membres de la commission? Pourquoi est-ce que le rapport présenté au chef de l'État n'avait aucun chiffre? Que vise le camouflage de ces chiffres? Eh bien, c'est parce que les gens ont pris de l'argent à des candidats et ils veulent faire passer le lait sous le prétexte que le groupe Bolloré, ayant déjà des problèmes au DIT à Douala, ne devrait plus gérer le terminal à conteneurs des crimes. Mais écoutez, c'est bien beau de le dire, mais il fallait demander au groupe Bolloré s'il y a un problème anti-français au Cameroun, de ne pas se présenter, qui ne se serait pas présenté. Mais s'ils sont les premiers, eh bien, il faut accepter, parce que dans le système de compétition internationale, c'est comme ça. Ok, merci à vous, Faustin Dikam. C'est une affaire à suivre. Entre-temps, le président de la République, lui, est annoncé du côté de Kribi. Donc, c'est une affaire qui connaîtra certainement dans les tout prochains jours un rebondissement. On va donc prendre la première pause de ce programme consacré à Revue de Presse. Une revue de presse comme tous les dimanches, fêtée pour vous et par nous, avec Debo Harley en DB. C'était le fait marquant de la semaine, le triomphe de 2 promotions de l'école militaire interarmée présidée par le chef de l'État, chef des armées, à la cour d'honneur de la brigade du quartier général de Yaoundé. Une série sur le gâteau, le début de la semaine ayant été marqué par ce décret présidentiel accordant des distinctions aux forces de défense, un symbole fort pour Cameroun Tribune, un acte d'émulation pour ces hommes et femmes qui œuvrent depuis près d'1 an à la préservation de l'intégrité territoriale du Cameroun. Le jour croit que par cet acte, Paul Biya corrige une injustice survenue dans le premier décret attribuant des décorations aux forces de défense. Une vive polémique avait alors accueilli ces décrets honorant les soldats du bataillon d'intervention rapide. Avis partagé par le messager qui voit une réconciliation entre le chef des armées et son armée. La présence du président de la République à la cérémonie du triomphe de 2 promotions de l'école militaire interarmée vient définitivement dissiper
nos malentendus. Même si le jour croit que le problème n'est pas définitivement résolu, étant donné qu'il y a encore des lésés dans la Grande Muette, le rattrapage du chef de l'État n'a pas permis de corriger entièrement le tir. Au lieu d'apaiser les frustrations des acteurs, les derniers décrets du chef de l'État ravivent les mécontentements. Y a-t-il des mécontentements à Issé, l'arrondissement de la Meufou à Famba? Selon l'anecdote, bout de l'effort de guerre, le maire de la localité et le député, tous deux représentants de cette municipalité, se sont fait remarquer par leur absence lors de la cérémonie de collecte de fonds en faveur de l'armée camerounaise, cérémonie qui s'était déroulée en Fou. Au Sénat, rapporte le messager, sénateurs et personnel ne se reconnaissent pas dans les contributions qui leur sont attribuées et disent ne pas avoir été associés dans la démarche. Et pourtant, dit-on, à la Chambre haute, on avait contribué à hauteur de 100 millions de francs CFA. Autant dire avec le financier d'Afrique que l'affaire de l'effort de guerre là fait face à un sérieux problème de gestion. Gestion de la chaîne de solidarité, souci de transparence. Ouest Littoral dit d'ailleurs que dans la collecte des fonds, les donateurs font déjà face à l'opération Épervier, ce qui bombe le torse en annonçant des dons importants en faveur de l'armée camerounaise, doivent savoir que les services compétents dans la lutte contre les détournements s'activent en coulisses pour vérifier si l'argent versé est compatible avec leurs revenus réels. À Tanganembara, l'une des victimes de l'opération Épervier devait être fixée sur le verdict dans l'affaire de l'avion présidentiel. Les nouveaux magistrats nommés à la Cour suprême ont décidé de ne pas considérer le premier rapport de cette même juridiction qui proposait l'acquittement de l'ex-secrétaire général de la présidence de la République. Encore en justice, Mutation dit que la ministre des Arts et de la Culture s'oppose à la comparution de sa collaboratrice devant le tribunal de première instance de Yaoundé. Cette dernière est accusée de malversation financière durant son intérim à la tête de la commission permanente de médiation et de contrôle. La plainte a été déposée par le syndicat national professionnel de la musique. 1000 conteneurs sont en vente aux enchères au port autonome de Douala depuis le début de cette semaine. L'information est de la petite une du quotidien Mutation. Repère fait savoir que la bataille pour la gestion du port de Kribi fait rage. Le processus de désignation de l'opérateur chargé d'exploiter et de développer le terminal à conteneurs de cet espace portuaire tire à sa fin. La commission de sélection élimine le candidat offrant 400 milliards de francs CFA au profit d'un autre qui a mis 300 milliards sur la table. C'est une enquête de Dominique Mbassi sur les dessous de la sélection du concessionnaire du port de Kribi. Un port dont l'inauguration n'est plus que imminente. La nouvelle institution dit que là-bas, les autorités simulent déjà l'arrivée du président de la République. D'ailleurs, ce n'est que lui qui reste attendu pour la mise en service de la première phase du complexe industrialo-portuaire. On ne quitte pas la mer pour parler immigration clandestine et l'enfer vécu par les Camerounais dans la traversée de la Méditerranée et du désert. Une adolescente veut vendre son bébé pour avoir les moyens de suivi pendant qu'une autre est obligée de se livrer à ses 6 camarades de chambre pour bénéficier de l'hospitalité. Le cauchemar de la traversée du désert et de la mer. Vous avez dit cauchemar comme celui vécu par les employés de maison de la résidence du ministre de la Santé publique. Les malfrats y ont fait irruption selon Mutation avant de ligoter tout le monde et emporter un coffre-fort dont on ignore le contenu. Il y a quelques années, renchéri le quotidien, 300 millions de francs CFA avaient été soutirés dans la même villa du ministre de la Santé là-bas au Bobo. L'œil du Sahel fait un retour vers le passé, 29 ans derrière nous pour retrouver le 6 avril 1984, jour du coup d'état manqué au Cameroun, en démontrant comment Marafa Amidou Yaya, Marcel Nyat Difendi, Issa Chiouma Bakari, Gaga Amanadji et autres avaient été arrêtés puis aujourd'hui réhabilités. Le cachot, la gloire et le cachot pour Marafa Amidou Yaya, Nyat Difendi Marcel, de putschiste à successeur constitutionnel, Garga Amanadji, épinglé à cause d'un standardiste et puis accusé de subversion par le régime Biya, Issa Chiouma Bakari est aujourd'hui le chantre de la clairvoyance de Paul Biya. C'est notre histoire, il faut la connaître. À dimanche. Voilà, merci Debo Harley en DB. On prend la première thématique consacrée aux droits d'auteur. On s'interroge sur cette crise qui perdure depuis bientôt 7 ans, droits d'auteur. La crise sans fin. Le 16 mars dernier, Serge Poudre, le Premier ministre chef du gouvernement, a signé une décision portant création d'un comité ad hoc en vue de clarifier la gestion du droit d'auteur, notamment dans le domaine de la musique. Comment avez-vous accueilli cette décision du Premier ministre? Alors, mon avis, c'est que, je vais utiliser une expression que les musiciens connaissent,
c'est l'accordeur qui est brandi là. Il y a eu beaucoup de comités ad hoc. On se souvient que l'an dernier, un comité ad hoc a été créé pour le redressement de la SOCAM et pour fournir des nouveaux textes et en même temps revoir le fichier. On se souvient qu'il y avait eu également en 2001 ou en 2003 un comité ad hoc pour faire la CMC. On se souvient qu'après tout ce qu'il y a comme bruit et des désordres au niveau de la Socinada, il y a eu comité de transition, de scission et autres, et une kyrielle de comités ad hoc. Cette fois-ci, c'est la primature qui prend l'accordeur pour dire maintenant toutes ces progressions d'accords, essayons de voir ensemble ce que ça va faire dans un délai très court. Alors, voilà pour ce qu'on peut dire sur la création d'une telle structure qui vise à siffler la fin de la récréation et à dire il y en a marre. Vraiment, il faut que les artistes reprennent pratiquement le chemin des studios et qu'ils soient payés au niveau de leurs droits d'auteur. D'autant que nous sommes dans un contexte encore où, je dois le dire, on pose les problèmes d'avant-hier, non d'hier, on apporte des réponses d'avant-hier, et ce sont les hommes d'aujourd'hui qui le font. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion éculée par rapport aux problèmes de l'heure qui sont plus sérieux. Alors, l'autre question, est-ce que c'est vraiment le bon accordeur? Est-ce que ça sifflera à la fin de la récréation? Est-ce que sortira de ce comité ad hoc une vraie solution qui remettra les gens dans le sens de la marche? On s'interroge, d'autant qu'il y a eu avant ça la commission de Dr Sena et de Sampan Thomas, et que par ailleurs il y a la plateforme de conciliation entre la CMC et la SOCAM, Sambende et Prince Yango qui se mettent ensemble. Toutes ces initiatives qui sont ficelées, est-ce qu'elles vont toutes converger vers ça? Est-ce que ce sera la bonne solution? C'est une question. Alors, la question, je vous la pose justement, Serge Aimé Biko, est-ce que ce sera la bonne solution quand on sait qu'à la primature, les principaux membres des syndicats, ils sont au total 4, 2 ont préféré pratiquer la politique de la chaise vide. Est-ce que vous croyez qu'en leur absence, les choses peuvent avancer? Bien sûr, vous savez, la politique de la chaise vide n'a jamais payé dans le monde entier. Si l'on s'en tient à un ensemble d'expériences que nous avons vécues, aussi bien en Occident qu'en Afrique. En effet, ce comité intervient dans un contexte précis. Il faut relever que les présidents comités ad hoc de normalisation et de redressement, mis en parallèle notamment par Madame la ministre des Arts et de la Culture, ont failli. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de résultats qui ont été présentés. Je me souviens que ces deux comités-là avaient 2 mois justement pour présenter, pour rendre leur copie. Mais jusqu'à l'heure actuelle, ça coince. Pourquoi ça coince donc? Peut-être l'un des responsables nous en dira davantage tout à l'heure. Mais pour vous, ces comités sont forclos? Oui, c'est la raison pour laquelle le chef du gouvernement a réagi comme une espèce de sapeur-pompier pour justement siffler la fin de la création. De la récréation, comme qui dirait. Mais moi, je pense que à ce niveau-là, il faut relever que c'est l'imbroglio qui règne notamment dans le droit d'auteur, notamment dans la gestion des sociétés collectives de droit d'auteur. On se rend notamment compte que depuis 7 ans, il y a justement ces querelles de chemin entre les syndicats, il y a ce jeu de prise de position entre les différents leaders, artistes musiciens camerounais, il y a également ces querelles de chiffonniers qui restent permanentes, ouais, notamment dans ce sillage. Ce n'est pas depuis 5 ans. Hein. Moi, je dis 7 ans. Au moins 7 ans. 1993, voilà. Le débarquement du professeur Mélonnet. Okay. On remarque donc qu'à l'heure actuelle, là, il y a anguille sous roche. Et c'est la raison pour laquelle on peut toujours s'interroger. Et lorsque vous posez la question de savoir est-ce que l'absence des 2 leaders syndicaux pourra entraver, non, moi je ne pense pas. Les 2 leaders, John Golfé et puis Roméo Dika, qui n'étaient pas là. Bon, on ne sait véritablement pas pour quelle raison, ils ont justement opté pour la politique de la chaise vide. En fait, on se rend davantage compte qu'il y a au moins un souci de rassembler quelques leaders qui sont représentatifs, notamment dans le sillage de la gestion du droit d'auteur, lorsque l'on voit également les 2 autres leaders qui ont participé, à savoir Raymond Tiengan et un autre leader, à savoir Joseph Angoula, je pense quand même qu'il y a un souci de débattre de fond en comble sur les problèmes structurels et conjoncturels qui émaillent
le droit d'auteur au Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est une assise collégiale qui devait permettre aux uns et aux autres de débattre de fond en comble, de manière que l'on puisse davantage proposer des idées pour la reconstruction des problèmes de droit d'auteur. Parce que l'on se rend compte qu'aujourd'hui, des individus mettent en relief un ensemble de querelles essentiellement nombrilistes, parce que chacun veut davantage viser des prébendes en escomptant un ensemble de ressources financières et dans ce sens. Or, en réalité, le problème de fond qui s'oppose avec l'acuité, c'est celui de la stabilisation du statut des artistes musiciens camerounais, chose qui n'a jamais été justement débattue, si l'on s'en tient notamment à ce que l'on présente depuis des années. Alors, M. Mbala Ilanga, est-ce que la démarche du Premier ministre, chef du gouvernement, n'est pas en contradiction avec la décision de la ministre de la Culture, qui aussi, on se souvient, avait mis sur pied 2 comités ad hoc? Alors, une chose, pourquoi voulez-vous qu'on dise nécessairement qu'il y a une contradiction quelque part? C'est vrai que la question peut se poser, mais en même temps, le problème ne se pose pas de mon point de vue à ce niveau-là. Le problème se pose à quel niveau? Le problème, comme l'a souligné Serge Pout, c'est un problème qui va depuis très longtemps dans le temps et qui ne fait que métastaser en réalité. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où la principale préoccupation des organismes de gestion collective n'a jamais été d'assurer une bonne répartition des ressources qu'ils ont obtenues. Et donc, à partir de là, les responsables de ces structures-là font tout ce qu'il faut pour garder un clair-obscur, c'est ce que j'appelle souvent un clair-obscur de la situation, qui leur est profitable. Je vous prends quelques illustrations. Moi j'étais rapporteur de la commission en 2012, nous avons fait une mission de contrôle dans l'ensemble des 4 structures. Et nous avons relevé que la moyenne des perceptions directes, ce qu'on appelle des perceptions directes, c'est-à-dire tout l'argent qui est collecté sans qu'il ne soit reversé dans le compte de dépôt spécial, était d'à peu près 40% des recettes de ces structures-là, qui ne font des répartitions que lorsque il y a eu une répartition intersociale sur les montants payés dans le compte de dépôt spécial. C'est-à-dire donc il y a 40% de ressources des artistes qui vont ni dans le fonctionnement des structures, ni dans les répartitions en faveur des artistes, et on se demande bien où va cet argent. Deuxième illustration, j'ai fait faire un contrôle inopiné dans des structures à Douala là, il y a un mois, et il a été relevé que sur rien que la période 2013 et 2014, vous avez à peu près 120 millions de francs qui ont été collectés par un organisme de gestion collective qui ne sont pas rentrés dans le fonctionnement de la structure. Donc, quand vous avez ce type de situation, vous comprenez bien que les gens font tout le nécessaire, n'est-ce pas, pour que la situation perdure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, au regard de cela, il arrive donc qu'il faut nécessairement faire quelque chose. Il faut que l'autorité de l'État puisse prendre, n'est-ce pas, le taureau par les cornes, comme qui dirait. Mais avec cependant un problème. À l'état actuel de la réglementation, la seule chose que l'État est en mesure de faire, c'est de faire un retrait d'agrément, c'est de faire une suspension d'agrément, mais ça ne fait absolument rien à personne. C'est-à-dire que même si vous avez pris, comme je le dis tout à l'heure, 200-300 millions de francs, tout ce qu'on peut faire, c'est une arme de destruction massive en fait, c'est-à-dire qu'elle va toucher l'ensemble des artistes, elle ne touchera pas le concerné qui est l'auteur premier de cette situation. La troisième chose, et peut-être je termine par là parce que vous voyez un peu impatient, c'est donc qu'au regard de tout cela, les mesures que le ministère des Arts et de la Culture, que Madame le ministre a prises, étaient donc de nature à corriger ces 3 aspects-là, c'est-à-dire assurer plus de contrôle régulier au sein de ces organismes, parce qu'il faut aussi souligner que la CPMC a failli à ce niveau-là. Si elle avait fait des contrôles plus réguliers, si elle avait ressorti de manière plus régulière tous ces manquements et tous ces, il faut les appeler par leur nom, ces détournements de fonds, je crois que la situation aurait été un peu améliorée. Donc, améliorer cette réglementation, cette législation-là, qui va permettre en ce moment-là de pouvoir sanctionner les individus qui sont les auteurs de ces détournements. Et puis la dernière chose, c'est que, évidemment, dans ce contexte
De mon point de vue, l'une des solutions, l'une des clés du problème, c'est de mettre en place une structure de perception unique. C'est-à-dire qu'il faut un seul organisme qui collecte l'argent pour tout le monde et à partir de là, je crois qu'on va résoudre un certain nombre de problèmes. Donc voilà ce que je pouvais dire en première intervention. Alors, Jean-François Chanon, ce que dit Mbala vous semble juste. Je vous ai vu tout à l'heure hocher la tête. Vous faites quelle analyse de la situation, vous? Écoutez, parler du droit d'auteur m'énerve au Cameroun un tout petit peu. Ne vous énervez pas. Non, ça m'énerve. Je ne veux pas dire que je vais m'énerver sur le plateau de Canal Presse. Ceci, je prends à témoin Serge Pout, que je connais depuis près de 30 ans depuis l'université, et depuis que nous sommes journalistes, au début des années 90. J'ai suivi la mort de la Sokanda, c'est-à-dire qui était une société d'État chargée de collecter et de distribuer aux ayants droit, notamment ceux qui sont affiliés, le droit d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur. En fait, on ne connaissait pas les droits voisins. On n'a jamais connu les droits voisins vraiment au Cameroun. Qu'est-ce que les droits voisins? C'est-à-dire que quelqu'un a interprété une œuvre et quelqu'un d'autre a repris cela dans un cabaret, etc. ou bien l'a amélioré par-ci, par-là. Donc c'est toutes ces compilations pour dire ça brièvement comme ça. Mais avec la faillite, du fait de peut-être de la crise dans notre pays, il est arrivé que l'État décide et dit, écoutez, moi je ne suis plus capable d'assumer ces fonctions-là. Mais ce que je vous conseille, c'est une formule qui a déjà été adoptée un peu partout. Il ne faut pas croire que le droit être des îles depuis 560, c'est-à-dire de notre ère. Hein. C'est très vieux. C'est peut-être nouveau au Cameroun, depuis, avec la SACEM et autres, mais c'est un processus très ancien. L'État a donc décidé d'encourager les artistes eux-mêmes à se mettre ensemble et à constituer une société civile qui perçoit et qui redistribue. Je suis très heureux et je prends tout de suite quand vous me direz que je haussais la tête d'entendre M. Mala Langa le dire tout à l'heure, qu'on revienne à la situation d'une société unique qui perçoit. Parce que c'était cette structure-là que l'État, à travers le ministre Oyono, avait détruite. Ça existait déjà, cette société civile. Ça s'appelait la Société civile nationale du droit d'auteur et du droit voisin du droit d'auteur. Ça existait déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ensemble des membres, je vais dire l'ensemble des membres, que ce soit stagiaires ou bien sociétaires, s'étaient brouillés. Donc, les photographes, les littéraires avaient dit que les musiciens, en fait, tous ceux qui font les droits de la musique, qui perçoivent les droits de la musique dans notre pays, à travers l'association d'art, en ont un peu trop. L'État a donc dit, bon, écoutez, à partir de 2000, je vais reformer cette loi-là. Il y a eu la loi Oyona en 2000, que tout le monde a applaudi, puisque ça a permis d'avoir 4 sociétés, corporations de droit d'auteur et du droit voisin du droit d'auteur. La musique d'un côté, avec la famille, il y avait eu des querelles, parce que je me souviens qu'il y avait d'un côté Ekabi Briand qui voulait s'associer avec Sokadrom, et il y avait un autre côté, Grâce Deka avec la CMC. Non, SOCIM. La SOCIM, pardon. Merci de me corriger. Mais l'État a arbitré. In fine, en disant, on met en route l'État à travers le gouvernement, c'est-à-dire le ministre d'État chargé de l'agriculture, dont je profite de cette occasion pour saluer sa mémoire, a arbitré et a mis en place la Cameroun Music Corporation, qui regroupait un ensemble de tous les musiciens. Et on a donné un parrainage grand. Je chute tout de suite. Très rapidement. En disant, Manu Dibango, qui, du fait de son aura, permettra de rassembler l'ensemble des artistes. Mais les mêmes problèmes se sont reposés un an après. C'est-à-dire que il y a eu pas une alchimie que personne n'a compris. Manu Dibango est parti. Et puis est arrivé notre ami, et que tout le monde connaît, Sam Bende. Un ou 2 ans après, nouveau problème. Rebelote, Sam Bende est écarté. Enfin, on lui retire l'agrément avec un nouveau ministre qui est arrivé. Et par une alchimie que personne n'a bien je n'ai pas très bien compris comment ça s'est passé exactement. Sur le plan juridique, est arrivé la SOCAM.
les mêmes problèmes. Et je vais vous dire, ce sont les mêmes acteurs. Ok, d'accord, on vous a compris. Ils sont les mêmes acteurs depuis plusieurs années. Donc il y a un problème de fond et j'espère qu'on va en parler. Ok, on va en parler très rapidement avec vous, peut-être Faustin Dikam. Tout à l'heure, il a cité un nombre de personnalités. Manu Dibango, Sam Bende, Didier Yango. On peut aussi citer Magua Ondoa. Ça fait beaucoup de sommités qui se sont pris les pieds dans le tapis. Est-ce que le droit d'auteur, notamment de l'art musical, est ingérable au Cameroun? Mais vous me faites rire, Ouva. Mais je dois vous dire que du droit d'auteur, comme du football au Cameroun, comme, je sais pas, du port dont on parlait tout à l'heure, dans notre pays, c'est une bataille pour de l'argent. Les gens se battent parce qu'il y a de l'argent. Pourquoi vous n'entendez pas autant de batailles sur d'autres choses? Eh bien, c'est parce que chez nous, on nous a confinés à la recherche effrénée de l'argent. Dès qu'il y a de l'argent quelque part, on laisse tout ce qu'il y a. Regardez tout ce que les confrères qui sont spécialistes des problèmes culturels, qui suivent ce dossier plus que moi parce que je m'en occupe pas véritablement, disent. Cela veut dire que ce n'est pas la ressource humaine qui manque. Ce n'est pas l'expertise qui manque. Ce n'est même non plus l'analyse des faits et des solutions à trouver qui manque. Mais le problème ici, c'est simplement que qui va gérer quoi? Qui va gagner quoi? Pourquoi je ne peux pas prendre ça et manger aussi? Voilà le problème. Et c'est ça qui est lamentable, c'est ça qui me rend triste. Le problème du droit d'auteur au Cameroun est gérable s'il y a des hommes capables d'avoir du recul face à de l'argent. Alors Serge Pot, où en sommes-nous aujourd'hui avec la société de gestion de droits d'auteur, de musique, la SOCAM, on a cité, et même la CMC, qui fait quoi finalement? Non, moi je voulais plutôt faire de la profondeur, si vous permettez. Et c'est un clin d'œil à Chanon, on a fait philosophie ensemble, et tout le monde a appris à étudier la caverne, le mythe de la caverne. Je crois que nous sommes dans une caverne. Malheureusement, les musiciens... Qui n'est pas la caverne d'Ali Baba. Les musiciens ou alors la caverne de Platon. Les musiciens de Platon. Les musiciens, c'est des esprits supérieurs. Ils devraient être donc des gens qui viennent du monde des idées éternelles. Malheureusement, il s'éclaire mal. Alors, ce qui se passe est certainement révélateur d'une incapacité camerounaise à construire un projet alternatif, privé, de bonne gouvernance, à avoir une entreprise investie dans le leadership sérieux. Parce qu'au-delà de l'argent, c'est bien de voir l'argent, il faut quand même, on le disait tout à l'heure, depuis 90 jusqu'à présent, ça fait combien d'années? 25 ans qu'on patauge, qu'on court dans le sac. Oui, mais tu sais très bien qu'il y a longtemps que des gens devraient se retrouver en prison. Non, ce n'est même pas ce problème. Quand vous savez très bien que... Si on s'arrête un peu sur les conditions de départ du professeur Stanislas Pégonnet, professeur agrégé de droit, c'était le modèle. Les artistes l'ont chassé. Et on dit non, c'est un bandit. J'allais dire humilié, c'est un voleur et tout. Et ils ont cru qu'ils avaient la compétence pour. Sandine Ben prend les commandes en 2015. Non, en 95, on le chasse. À Madame Grenet. En 95, on le chasse pour mettre Esso et Somba, qui va partir en 99. Mais on va voir comment ça se passe. En fait, il y a un gros problème. Avec les Nodi. Est-ce que finalement les artistes sont difficiles? Non, ce n'est pas leur compétence. C'est pas ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pouvoir doter une société de compétences pointues, et il y en a au Cameroun. Avec une grande vision, il y en a au Cameroun. Arrêter cette histoire d'élection du PCA, comme si on élisait un président de la République, ce qui donne mieux, qui ouvre la voie à tous les clientélismes possibles. Donc, il faut aujourd'hui produire de la qualité à l'école de la bonne gouvernance. Or, au banquet de la bonne gouvernance, je ne suis pas très sûr que dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui s'asseyent pour prendre place. C'est un sérieux problème de corruption systémique. Et oui, mais maintenant, il y a un véritable défi au niveau des services du Premier ministre. C'est le challenge aujourd'hui. Ils se sont donné un délai. On verra tous si nous sommes capables de sortir de là une entreprise camerounaise sérieuse, dépoussiérée des mentalités inutiles et qui est un modèle bonne gouvernance. Si on ne le fait pas, on aura compris que le problème est davantage systémique. Alors, restons dans le système, justement, avec vous, Serge Aimé Bikoy. Est-ce que l'avènement du ministre Amatoutou Mouna au ministère de la Culture a aggravé le problème du droit d'auteur au Cameroun? Est-ce que ce ministre, finalement, a le problème de droit d'auteur?
puisque si l'on tient compte notamment de 2008 à 2015, ça fait 7 ans déjà, mais le droit d'auteur, du moins la gestion des sociétés collectives de droit d'auteur, n'est pas encore sorti, il faut le dire ainsi, de l'auberge. Ça pose un problème de fond. Pour quelle raison? Parce que je me suis davantage rendu compte que les uns et les autres ont prêté le flanc à un certain factionnalisme. Regardez comment fonctionne le droit d'auteur. Vous avez des syndicats, des artistes musiciens qui appartiennent notamment à des syndicats. Vous voyez, il y a la crise, notamment au niveau de la formation des différents groupes. Chacun prête le flanc et chacun veut davantage vanter le leader. Ce n'est pas ça le droit. Non, attendez, non, je préfère commencer par là, parce que je me rends davantage compte que ces querelles de leadership sont davantage activées par un ensemble de tensions qui règnent en permanence, notamment dans ce secteur-là. Ce n'est pas ça le droit d'auteur. Bon, le deuxième problème, il faut également relever qu'à l'heure actuelle, on ne s'est pas attaqué au problème de fond, à savoir celui de la stabilisation du statut des artistes musiciens camerounais. On ne s'était pas également attaqué au problème de fond lié notamment à la répartition des droits d'auteur. Parce qu'à l'heure actuelle, on s'est rendu compte qu'on crée des sociétés, mais ça pose un problème de fond, notamment au niveau de l'orientation des sociétés. On se rend donc compte que on crée des sociétés, mais il n'y a pas davantage un ensemble de substances qui peuvent davantage nous permettre de pouvoir structurer un ensemble de points d'ancrage pour viser des objectifs à long terme par rapport à l'amélioration des conditions de vie des artistes. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est l'artiste qui croupit notamment dans la misère ambiante, alors qu'en réalité, des uns et des autres visent notamment à amasser des richesses. Alors, une petite précision de Jean-François Chanon, après on va venir à Bala. Je ne sais pas de quoi on parle. Ou on parle du droit d'auteur, ou alors on parle de la culture. Vous savez bien savoir que le droit d'auteur n'est pas la culture. Ce n'est pas la culture. Mais c'est un maillon essentiel de la culture. La culture étant il faut bien une entité vaste. Non, je vais dire à elle, il faut bien le savoir, ce n'est pas la culture. Parce que c'est cette confusion qu'on a mise au départ qui fait ce bordel, permettez-moi l'expression, qui se trouve aujourd'hui. Dans d'autres pays, le droit d'auteur est géré par le commerce. Il faut le comprendre. C'est-à-dire que vous avez produit une œuvre. À la base, tout le monde sait comment le droit d'auteur est né. Je ne veux pas vous faire un cours de droit d'auteur ici. Enfin, je n'en suis pas spécialiste, outre mesure que être journaliste culturel. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand vous avez produit une œuvre, elle est utilisée, et que lorsque vous êtes affilié à une société, on a collecté les droits que cette œuvre a produits, on vous les reverse. Simplement. Bon, alors, c'est qui confond, il a dit, toute l'agitation qu'il y a tout autour. La confusion, c'est à quel niveau? La confusion se situe au niveau où on pense que, parce qu'on est artiste, notamment ma maison, où on doit me payer, c'est la maison de gestion collective du droit d'auteur et du droit voisin du droit d'auteur. Ce n'est pas ça. Le droit d'auteur n'est en fait qu'un salaire subsidiaire. C'est-à-dire que vous avez travaillé effectivement, et comme à son origine, l'œuvre a été prestée et utilisée dans l'espace public, quelque part, on vous dit que non. Mais c'est-à-dire que vous êtes allé faire un concert au cinéma-théâtre à Bia, lorsqu'il existait encore. Vous avez fini votre concert, le producteur vous a donné votre cachet. Et parce que c'était dans l'espace public, la société de gestion collective s'est dit que, voilà, parce que il y a tel artiste qui est membre de notre société, elle a produit dans l'espace public. Ce concert-là, vous avez le droit de lui donner, de payer effectivement. Donc, la couple a dit, tous ceux qui s'agitent au droit d'auteur aujourd'hui, comme musiciens par exemple, devaient d'abord retourner à leur rôle essentiel, celui d'être artiste, musicien. Vous avez des noms que j'entends, et donc je ne me souviens même plus quand le dernier disque est sorti. Et c'est eux qui s'agitent le plus autour du droit d'auteur au Cameroun. Il y a peut-être des musiciens qui ont une compétence certaine, qui ont peut-être fait de cela un art particulier, un métier. Je peux citer Sambende par exemple, je peux citer Roméo Dika, qui ont quand même des connaissances dans ce domaine-là. Mais il y a d'autres, dont je n'aimerais pas citer les noms ici, qui sont les plus agités. Il y a des syndicalistes. Il y a des syndicalistes. Le syndicat n'a rien à voir avec le droit d'auteur. L'artiste, le syndicat des musiciens est celui-là qui doit défendre les musiciens par rapport aux producteurs. Et ne peut revendiquer le droit d'auteur que quand il ne fonctionne pas effectivement. Alors, et maintenant, au lieu qu'on arrive à une situation où les syndicats handicapent même le fonctionnement de la société collective de droit d'auteur.
Et on en vient à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au ministère. C'est-à-dire qu'on peut laisser parler du texte. On n'est pas obligé d'en arriver à ce que le Premier ministre frappe du poste d'affaires, vous demande de revenir tous. Monsieur Elanga, je parle sous votre contrôle. Vous savez très bien que si on avait respecté les textes de la loi 2000 de Yono, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Monsieur Elanga, vous qui êtes de la CPMC, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez eu quelques manquements au niveau de la rigueur. Alors, est-ce que dans tout ça, ce capharnaüm, on va dire ainsi, quelle est la part de responsabilité de la CPMC là-dedans? Elle est importante, mais en même temps, elle est marginale en réalité. Elle est importante parce que, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est que depuis sa création, la CPMC a beaucoup fait de médiation et a fait très peu de contrôle, alors que ces contrôles étaient indispensables. Ça fait que les gens se sont inscrits dans une politique de malgouvernance que personne n'a contrôlée. Et ils ont perpétué cela. Ils ont développé une prédation qui n'est pas descriptive. C'est bien l'expression qu'il faut utiliser. Ils ont vraiment mis en place un système de prédation à nul autre pareil. Mais comment résoudre ça, justement? Comment résoudre ça? C'est pour cela que nous disons, nous, le travail que nous avons fait au niveau du département ministériel avec le ministre, c'était donc, d'abord, on a identifié tous ces problèmes-là. C'est-à-dire les problèmes de fonctionnement des structures. Il n'est pas normal que dans un organisme de gestion collective, le conseil d'administration ait des bureaux. Ils viennent là au travail tous les matins, comme s'ils n'avaient pas autre chose à faire, les membres du conseil d'administration. Ça ne se comprend pas. Il n'est pas normal qu'une structure... a dit bonjour monsieur le DG, voilà. Bonjour ceci. Une structure se retrouve avec, je ne sais pas moi... Tu es dans ma société. Laissez, ne perturbez pas, s'il vous plaît. Non, mais c'est la réalité des faits. Oui, d'accord. Une société se retrouve, soit elle n'a pas de compte bancaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la question qui revient souvent, on dit voilà, on fait des décaissements en espèces dans le compte de dépôt spécial, etc. Mais il arrive que certaines structures n'aient même pas de compte bancaire. La troisième chose, c'est qu'il y en a qui ont plusieurs comptes bancaires dans lesquels ils font payer, n'est-ce pas, les usagers. Et ils spolient, n'est-ce pas, comme ça, les artistes. Donc, le gros manquement de mon point de vue que la CPMC a eu, c'était celui-là. Maintenant, la deuxième chose, c'est que évidemment, il fallait aussi contrôler la question des membres de ces sociétés. Qui en sont membres? Parce que le travail que le comité Samfan Thomas a fait, par exemple, a démontré que à la SOCAM déclarait 6000 membres. Ils ont identifié les membres, ils en sont arrivés à 1500. Et quand on a fait la répartition spéciale de septembre 2014, avec les requêtes, nous sommes arrivés à peu près 1700-1800 membres. Donc, il se trouve quand même que les 6000 membres entraient souvent en répartition, mais en fait, ce sont des membres fictifs. Ça, c'est un gros vol, là. Voilà, c'est une arnaque, comme vous ne pouvez pas imaginer. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que ça, dans cette situation... Je vous ai dit... Dans cette situation... Dans cette situation, donc... Allez-y, monsieur. Qui est-ce qu'on met... Sur qui on pointe le doigt accusateur? C'est toujours sur le ministère. C'est le ministère qui n'a pas fait ci, c'est le ministère qui n'a pas fait ça. Mais je pense que en tant qu'autorité, le ministère, justement, on y arrive. Nous avons engagé un certain nombre de procédures. Certaines ont continué leur chemin, certaines ont disparu en cours de route, certaines, c'est-à-dire que vraiment on est dans un système de mafia, comme utilisait souvent l'expression qu'utilisait souvent l'un de vos invités réguliers ici, paix à son âme. Nous sommes dans une mafia où les artistes, et dans toutes les corporations, il ne s'agit pas seulement des artistes musiciens. Les artistes ont mis en place, ceux qui sont à la tête des structures, un système où ils se remplissent les poches et où le plus grand nombre n'a absolument rien. Donc, nous avons essayé de proposer ces solutions-là, c'est-à-dire, c'est pour cela que nous parlons de sociétés, d'organismes de perception unique. Nous ne disons pas qu'il faut ramener toutes les 4 sociétés en une. Nous disons pour résoudre un certain nombre de problèmes, parce que les problèmes qu'ils posent, en tout cas les justifications qu'ils donnent, nous ne parvenons pas à bien nous développer parce que nous avons des problèmes de salaire, parce que nous avons... Si on met tout le monde, toutes les expertises dans un organisme de perception unique, c'est-à-dire donc on va prendre les percepteurs de la société X plus ceux de la société Y plus ceux de la société Z, puisque en principe
chaque paiement est censé être fait pour l'ensemble des 4 sociétés, le problème se poserait pas. Comparaison n'est certainement pas raison. Comment la gestion du droit d'auteur est-elle gérée ailleurs, on va dire en France, en Côte d'Ivoire et au Sénégal? Pourquoi on n'enregistre pas tant de bruit de ce côté-là? On n'enregistre pas tant de bruit. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, ils sont encore à ce qu'ils appellent les bureaux du droit d'auteur. C'est-à-dire, c'est pas toutes les sociétés qui ont... c'est pas tous les pays qui ont les organismes sous la forme de sociétés civiles. En Côte d'Ivoire, il y a le Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur. Au Sénégal, il y a au Bénin aussi. Au Bénin, au Burkina. Donc, ce sont vraiment... Le modèle approprié pour le Cameroun, c'est quoi? Le modèle approprié pour le Cameroun. Je pense que l'avancée d'avoir 4 organismes de gestion collective, c'était une avancée. Parce que, effectivement, comme le rappelait Shannon, les musiciens s'étaient constitués comme si c'était les seuls bénéficiaires du droit d'auteur. Et dont la SOCADA et la SOCINADA, à l'époque, ne faisaient que des répartitions pour les musiciens. C'est pour cela que les autres se sont plaints. Donc aujourd'hui que la situation est clarifiée, que tout le monde sait que les plasticiens ont droit à la redevance, que les écrivains y ont droit, que les dramaturges y ont droit, etc. Il faut maintenant sécuriser les recettes. C'est la question de la sécurisation des recettes qui est importante. La dernière chose, c'est que, évidemment, quand on va réussir à sécuriser les recettes, il faudrait aussi que tous ceux qui doivent payer payent le droit d'auteur. Aujourd'hui, les gens ne payent pas parce qu'ils vous disent non, on ne sait pas à qui payer. Mais en réalité, c'est une fausse excuse puisque, comme je le disais, nous avons le compte de dépôt spécial dans lequel tous les paiements sont censés être faits. Mais qui collecte? Qui collecte? C'est justement là le problème. C'est pour cela qu'il faut donc deux dernières questions pour sortir en mettant en place de ce débat. De perception une pour Serge Pout et l'autre pour vous. Alors, bon, peut-être vous allez dire quelque chose si vous voulez. Comment, Serge Pout, vous appréciez par exemple le rapprochement entre Dédé Yango et Sam Bendé? Est-ce que vous pensez que cela peut faire bouger les lignes? Sam Bendé est chanteur, il grince un peu de la guitare. Dédé Yango est guitariste et je crois qu'il s'accorde. Il s'accorde. Quelle musique sortira de là? Je pense que ça peut être une amorce de réconciliation, sauf que maintenant, je voulais dire sur tout le débat, nous assistons à une théâtralisation avec des gens sur la scène et d'autres choses qui se déroulent derrière les rideaux. Alors, est-ce qu'il y a une bonne volonté entre les deux? Est-ce qu'ils s'entendent? Est-ce que... Bon, ça on le verra. Au même moment, on voit une autre aile qui parle de réconciliation. Il y a beaucoup de bruit, de mélodies sur la réconciliation entre les différentes factions. Nous, on a vu ça avant. Moi, je me souviens, il parlait tout à l'heure de Socadrome et Sosim. Sam Bendé et tous les autres se sont entendus pour créer Socadrome, avec Kambi Brillant devant. Après, il y a eu Cassure, Sosim et autres. Donc, ils reproduisent parfois les mêmes schémas, les mêmes situations. Ce qu'il faut dire maintenant, je crois que on a peut-être la chance, s'il y a cohésion, harmonie entre ce que fait le Premier ministère et le ministère des Arts et Culture, on attend de là un coup de vigueur. Il faut faire cesser tout ce spectacle-là immédiatement et aller très vite, faire en sorte que ça reprenne, parce que les enjeux sont là. Il parlait tout à l'heure des sociétés, il n'en a pas parlé, mais on a l'univers numérique aujourd'hui. Nous ne sommes plus en train de parler, enfin les gens qui gèrent le droit d'auteur ou qui se proposent de le gérer, c'est des gens d'avant-hier. Les problèmes d'aujourd'hui sont très complexes et nous ne les intégrons même pas. Peut-être qu'on va le mettre dans la future loi. Or, il faut très vite faire, sinon je crois qu'il sera un peu trop tard. Jean-François Chanon, est-ce qu'on peut rêver ou peut-être envisager une séance de travail entre les différentes parties, Manu Dibango, Dédé Yango, Sam Bendé, Raymond Tienga, Roméo Dika, le ministre Amatoutou Mouna, pour sauver le droit d'auteur dans le domaine musical au Cameroun? Pourquoi Raymond Tienga? Les syndicalistes. Les artistes. Non. Quand même. Je peux répondre? Non, justement, c'est à vous qu'on a posé la question. Première chose, il faut savoir que vous avez prononcé des noms des artistes de rêve. Vous avez Manu Dibango, c'est un niveau. Vous avez Sam Bendé, c'est un niveau de mélodie incroyable. Vous avez Roméo Dika, c'est fantastique ce qu'il fait quand il fait de la musique. Tout ce que je leur conseille à tous, c'est de rentrer faire de la musique. D'abord, être des artistes qui font rêver. Parce que eux qui... Vous n'oubliez pas Dédé Yango aussi. Non, et surtout pas lui. Dédé, le prince des montagnes.
Vous voyez tout ce qu'il a fait de merveilleux. Parce que ces gens qui, avec le travers les œuvres qu'ils composent, renouvellent notre intelligence quotidienne, nous redonnent d'être nous-mêmes, parce que la musique reste quelque chose de formidable pour l'esprit. Et c'est dans ce silence-là, où on n'entend que des sons musicaux qui viendraient peut-être alors cette réconciliation qui s'imposerait de fait. Parce que vous savez, les antagonismes entre ces acteurs, depuis 25 ans, sont allés parfois trop loin. Parfois trop loin, des attaques personnelles, des attaques au bas de la ceinture. C'est incroyable ce qu'on a dit sur Manu Dibango ici. On ne peut pas donc s'attendre à une rencontre entre ces différentes personnalités. J'en arrive en chutant. C'est incroyable ce qu'on a dit sur Sambéné, sur Roméo Dika, dans les radios, etc. Sur le prince des montagnes, il a dit qu'on a dit tu n'es même pas Camerounais. On lui a dit ça. Même si cela l'était, on n'a pas à le dire comme ça. Mais aujourd'hui, ce qui est important de savoir, et j'espère que le Premier ministre ne réussira pas. Parce que la vérité est que on doit écarter tous ceux qui, depuis un certain temps, ont pris de l'argent du droit d'auteur comme leur argent, n'est-ce pas? On doit les écarter du secteur. Ça c'est clair. Parce que tant qu'on reverra les mêmes visages, on va faire une réconciliation parce que le Premier ministre l'a demandé, mais dans le fond, il n'y aura pas de réconciliation. Et que maintenant le ministre, qui joue un peu le régulateur à travers l'octroi de l'agrément, qui habite à travers la CPMC, puisse jouer effectivement son rôle. Comme je l'ai dit au début, il faut le savoir. La loi Oyono était une bonne loi, puisqu'elle a consacré, et M. Langala a reconnu ici, 4 sociétés de gestion collective du droit d'auteur et du droit voisin du droit d'auteur. Ce qui fait que, en conclusion, les musiciens doivent rentrer à leur art. Et qu'on puisse trouver une, j'allais dire, pas une normalisation, c'est-à-dire une normalisation dans la normalisation, une normalité. Une normalité qui permettrait aujourd'hui que des spécialistes du droit d'auteur, qui savent ce que c'est que collecter le droit d'auteur et le redistribuer, puissent s'en occuper effectivement. On ne doit pas nous dire que le RAPAC a demandé que pourquoi eux ils n'ont pas, alors qu'on ne donne le droit d'auteur que à celui qui a produit effectivement et dont l'œuvre a effectivement été utilisée. Ok, alors Faustin Dikam, on sort par là avec vous sur cette question. Les syndicalistes ne doivent pas être invités à la table et peut-être il faut également un toilettage de fond en comble, écarter systématiquement ceux qui traînent des casseroles dans ce domaine. Pas des syndicalistes qui sont recherchés par Interpol. Non, Bouba, je dois te dire très sincèrement qu'à la mission catholique, on nous a appris que la première note d'une partition musicale, c'est le silence. Et que tout bruit qu'on fait n'est pas de la musique, parce que la musique, c'est un art. C'est quelque chose qui se pense. Ça veut dire que si les musiciens sont eux-mêmes sérieux, et que s'ils mettent en musique toutes ces bonnes idées qui ont été développées ici, vous avez vu, Shannon et Pout ont planté le décor. Et M. Abena est venu décrire. M. Elanga est venu décrire tout ce qui se passe là à l'intérieur. Ça veut dire que si nous faisons abstraction de nos intérêts bassement égoïstes, si nous fermons un peu les yeux sur les histoires d'argent, dans ce décor de briques et de brocs, on peut s'en sortir. Et j'interpelle ici le gouvernement qui doit véritablement donner un coup de pied dans la fourmilière. On va prendre à présent le reportage de la semaine consacré au transport urbain pour des minibus dans la ville de Yaoundé, objet d'une mesure prise par le gouverneur de la région du Centre, Joseph Otto Wilson, qui vient ici d'interdire cette activité, prétestant que le phénomène de cargo de Douala pourrait se reproduire à Yaoundé. Balade dans cet univers avec Arnaud Ngueffar et Francis Gebna. C'est le reportage de la semaine. Yaoundé, lieu dit Kamer. Le bal des voitures du 3e âge qui font le beau temps du transport urbain dans la capitale Yaoundé. Yaoundé-Soa, 18 km de route, près d'1 heure de voyage pour 250 francs seulement. Les étudiants bénéficiaires de l'activité apprécient bien. Ces bus-là nous aident parfois peut-être à nous déplacer, peut-être à aller voir, peut-être aller en famille de temps en temps. De temps en temps, il n'y a pas de taxi à soi. Et on n'a pas de moyens peut-être pour s'offrir le luxe de prendre un taxi course. Le flux ici est grand. L'activité tourne et le nombre de passagers par jour est impressionnant. En moyenne,
45 000 personnes, 45 000 passagers par jour que nous transportons. S'il arrive aujourd'hui que ce secteur d'activité disparaît, je ne pense pas que le gouvernement pour le moment a les moyens de satisfaire cette population. Yaoundé connaît plus d'un trajet où roulent ces véhicules sauveurs des habitants des zones périphériques. Poste central Kouaban, 13 km, 200 francs à débourser, de bonnes affaires pour les acteurs, du bon secours pour les passagers. Fatigués de faire la drague au taxi, déjà pas assez pour supporter la masse. Justement, les tarifs sont très rares sur la ligne de Kouaban, très rares. Et en plus de ça, les tarifs sont un peu élevés. Ça au moins, ça nous permet d'arriver plus rapidement et plus sûrement. On est sûr quand même qu'en venant à la gare, on trouvera directement les cargos qui vont nous amener à Kouaban. Le nom cargo, l'insulte consommée que les minibus de Yaoundé refusent de porter, selon leur maître. On donne le nom de cargo aujourd'hui. Ce n'est pas le nom de ces cars. C'est des cars Mercedes, marque MB100. Mais au niveau de droit, on a donné le nom cargo parce que les cars n'étaient pas aménagés. Les passagers s'asseyaient sur les bancs. Les cars n'avaient pas de portière, les gens s'accrochaient. Dans un car de 18 places, on retrouvait par exemple 25 personnes. C'est peut-être ça le déclencheur de cette mesure prise par le gouverneur de la région du centre récemment pour interdire l'activité des minibus dans la ville de Yaoundé. Nous étions dernièrement avec le secrétaire général du gouverneur et nous a dit qu'il semblerait que le gouverneur aurait eu une nouvelle, qu'il aurait témoigné qu'il a des informations que les vieux cars de Douala seraient arrivés à Yaoundé. Ils n'en savent pas plus. L'activité a vu naître un syndicat dans le sens de l'organisation qui sied à ce genre de groupe. Près de 540 cas enregistrés sur les 3 trajets principaux, 60 000 passagers en moyenne chaque jour, dont 40 000 étudiants sur la seule ligne Yaoundé-Soa. La décision de l'autorité est tombée donc comme un couperet sur leur tête. Vraiment, ça a créé une situation une crise au sein de notre activité où nos chauffeurs, cette nuit-là, les gars n'ont pas dormi. Leur bus parle à leur place comme pour remettre tout à Dieu. Surtout que pour eux le confort est acquis. Exemple, ce car dit VIP. Je ne crois pas que quand nous transportons nos passagers ici, ils sont différents des VIP qu'on transporte à touristique ou ailleurs. Parce que les gens voyagent à l'aise, ils ne sont pas surchargés. C'est vrai que l'âge peut avoir eu raison sur les sièges et les phares, mais ça ne retire rien, pense-t-il, à ce qu'ils appellent le VIP. Voilà, merci Arnaud Gueffak. Afrique, Europe, le drame des migrants. Plus de 800 migrants africains en majorité se sont donc noyés dans les eaux de la Méditerranée la semaine dernière. Est-ce qu'on a atteint la cote d'alerte, Faustin Dikam? Bien sûr, c'est très grave. C'est incompréhensible. Mais on peut bien expliquer cela. On peut expliquer cela aujourd'hui. Pour ma part, il s'agit dans un premier temps de l'échec de plusieurs politiques en matière d'emploi dans nos pays africains. De l'échec de la plupart des gouvernements africains à ne pas savoir neutraliser le chômage dans leurs différents pays. Et lorsque l'espoir devient un enfer, on ne peut que demander au bon Dieu de lever la main très haute et de frapper très fort. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Quand ces gars, ces jeunes, ces dames, ces messieurs et dames quittent leur pays pour aller en Occident, de cette façon-là, de cette manière-là, ils savent très bien qu'ils peuvent mourir. Ils savent très bien qu'ils vont trouver la mort. C'est du quitte ou double. Mais dans le désespoir qu'ils vivent, dans leur milieu de précarité, ils se disent, il vaut mieux aller tenter, ou bien on reste, ou bien on passe. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout à fait lamentable. Heureusement, il y a eu une réunion des ministres de l'Union européenne en charge des problèmes d'immigration. Voilà. Mais cette initiative qui a même échoué
est déjà bonne pour qu'on commence in fine à réfléchir sur ce problème. Nous devons trouver, c'est nous d'abord les Africains, qui devons trouver des solutions à cela. Parce que ce qui se passe là-bas, le Cameroun n'est pas épargné. Il y a de nombreux Camerounais qui sont morts comme ça, qui partent. Et si vous faites un tour dans les grandes villes du Cameroun, si vous faites un tour dans nos familles, dans les écoles, dans les lycées et collèges, au marché, un peu partout, vous allez vous rendre compte que chaque jeune Camerounais est désormais habité par le désir de partir. Alors, il faut trouver des solutions, et c'est encore là la part du gouvernement. Alors, pourquoi les gens veulent partir? Serge Prout, on parle des solutions. Comment vous appréciez, par exemple, la réaction de l'Union africaine et des gouvernements africains suite à cet autre drame dans l'immigration? Vous voulez dire réaction timide? Ou presque pas? Donc, non, moi je crois que ça me laisse sans voix. Sans voix. Je ne partage pas totalement l'avis de mon frère Dikam, parce que je crois que dans le lot, la vague des migrants, il n'y a pas que ceux qui sont issus des pays où il y a le chômage. Il y a des gens qui quittent la guerre. Il y a beaucoup de raisons de migration. Non, mais ce n'est pas seulement le fait des... Il y a le chômage, il y a ceux des pays en guerre, ainsi de suite. Hein. Ensuite, il y a aussi, derrière cela, on a appris ça, Shannon le sait, la réaction à un problème est fonction de la personnalité, donc de l'éducation. Il y a des gens qui restent dans les pays qui gèrent leur souffrance et qui, pas la résilience, qui réussissent dans les villages de l'ouest, de tous nos villages du Cameroun, il y a des gens qui restent et qui se construisent une vie. C'est en fonction... en profondeur dans ce que vous êtes en train de dire. Non, j'explique simplement d'abord, pour dire que tout le monde n'a pas envie de partir. Il y a des gens qui restent en fonction... Combien veut rester au Cameroun, par exemple? Le Cameroun ne s'est pas vidé. Maintenant, ce que je veux dire, sans être alarmiste, c'est qu'effectivement, il y a un appel à tous les pays sur une prise en charge de la question de l'homme en général et des questions des familles, parce que tout part de là. La construction de la personnalité, la construction de la confiance en soi, l'investissement sur ça, c'est dans les familles. Or, il n'y a pas trop de place accordée dans les différentes politiques aujourd'hui sur l'édification des familles et sur la question de la personnalité, de l'estime de soi. C'est sur ça qu'il faut travailler. Maintenant aussi, troisième lecture, on a constaté, si la réunion de l'Union européenne n'a pas réussi, c'est qu'il y a un grand business autour de ça. L'une des résolutions, c'était de casser la chaîne, en essayant de casser la chaîne des bateaux esclavagistes, tous ceux qui profitent de ce trafic. La dernière chose, je l'ai lu dans un ouvrage de Dior Mollet, c'est quand même que les Africains n'ont pas commencé à partir en Europe d'eux-mêmes. Mais c'est pas l'évangile, hein? Il y a eu un choc. Il y a eu un choc il y a des siècles, et qui a ouvert la voie de l'autre côté. Donc, l'envie de partir est un mythe qui n'est pas prêt de tomber. Alors, vous êtes sociologue, Serge Aimé Bikoy. Comment comprendre cette obsession de l'ailleurs, même si s'avère suicidaire pour ces jeunes qui partent quand même, sachant que braver la Méditerranée, ils peuvent mourir à tout moment. Comment comprendre cela? Bien, les recherches ont été faites notamment par différents chercheurs. Nous montre fondamentalement qu'il y a un problème de fond qui se pose avec l'activité sur le plan économique. En fait, les Africains envisagent justement d'aller en Europe, considéré aujourd'hui comme l'Eldorado, pour un enjeu déterminé, à savoir la recherche du bien-être, la recherche de mieux-être. C'est ça le problème de fond. C'est pour cela qu'il fallait constater que des États africains qui ont été en crise dans la moitié des années 80, vous allez constater notamment un boom démographique. Des milliers de jeunes qui veulent aller en Occident. Question d'avoir un meilleur avenir, un meilleur devenir. Donc c'est le problème systématiquement sur le plan économique. Mais maintenant, on peut également relever qu'à ce problème économique, on peut également relever une question essentiellement culturelle, liée en l'occurrence à la perception même des deux continents, ou bien des différents continents. Vous constaterez que les schèmes de pensée essentiellement stéréotypés sur l'Afrique ont visé davantage à considérer l'Afrique comme le spectre du mal-développement et du sous-développement. Par opposition aux continents étrangers qui ont été considérés comme le creuset du mieux-être, du bien-être. Et c'est la raison pour laquelle vous constaterez qu'il y a une vision essentiellement dichotomique entre l'Occident, considéré comme une espèce d'Eldorado, et l'Afrique, considérée comme
un spectre du mal développement. La preuve en est que les chercheurs comme René Dumont, Axel Kabou, Daniel Etunga Mangele, qui estiment que l'Afrique noire est mal partie, c'est ça qui s'est donc enraciné dans la conscience collective, au point où de milliers de jeunes se sont décidés tous azimuts à aller en Europe. Il faut également relever, qu'il y a un problème social qui se pose avec acuité aussi. Et c'est ce que je peux relever tout à l'heure, savoir qu'il y a un ensemble de querelles fratricides qui est notamment dans des sociétés africaines, les conflits interethniques, les guerres, entre autres. Et c'est ça également qui peut pousser notamment à aller chercher un asile où il y a justement cette sérénité-là. Donc voilà au moins ce triple plan économique, culturel et social, les différents éléments que l'on peut mettre en place. Alors, M. Mbalaganga, quelle est, selon vous, la responsabilité des États et des citoyens africains dans ce drame à répétition des migrations? Leur responsabilité est essentielle, elle est fondamentale, au-delà de tous les reproches qu'on peut faire à l'Occident, etc. Je disais en début d'émission que tout le problème qui se pose en termes du départ, n'est-ce pas, de la plupart des Africains, c'est parce que les pays africains ont failli quelque part. Ils ont failli dans leur système de santé, ils ont failli dans les systèmes d'éducation, ils ont failli dans les systèmes d'emploi, ils ont failli même dans le système de la libre circulation des personnes. Si on parvient à résoudre cela, je pense que le problème se poserait différemment. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que je pense qu'il est fondamental de cultiver et de vendre le rêve aux jeunes. Il faut que les jeunes puissent penser qu'ils peuvent rester chez eux et peuvent y faire des choses. Et ils peuvent arranger le chez eux et puis se sentir à l'aise là-bas. Évidemment, la difficulté se poserait dans un pays en conflit. Là, c'est un peu difficile. Mais l'autre chose aussi, là où il y a la responsabilité de l'Occident, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont déstructuré l'ensemble des pays qui étaient des tampons, n'est-ce pas, pour cette immigration-là. Par exemple, je parlais de la Libye, qui est aujourd'hui le principal pourvoyeur de ces immigrés. Et de ces immigrés de la mort, parce qu'en réalité, ces gens, quand ils partent, quand vous prenez quand même la Méditerranée sur ce type de navire, c'est qu'il y a vraiment très peu de chances que vous arriviez en vie. Mais ils prennent ce risque-là parce qu'il n'y a pas d'espoir de là où ils viennent. Et c'est pour cela que je rejoins parfaitement l'avis de Nicole. Oui, parce qu'il est important de vendre notre culture, de dire que nous avons ceci, nous avons cela, nous parvenons à vivre de ceci, nous parvenons à vivre de cela. Et vendre cette culture-là, il faut évidemment, et peut-être là on va dire parce que j'y suis, mais il faut donner les moyens aux administrations qui s'occupent de cela. Si les pays africains font des films, par exemple, qui vendent l'Afrique, qui montrent les succès africains, parce que très souvent les jeunes ne les connaissent pas. Ils connaissent les succès européens qu'ils voient au cinéma, qu'ils voient à la télévision, etc., qu'ils lisent dans les bandes dessinées. Nous ne parvenons pas à développer et à faire circuler nos propres succès auprès de nos enfants, auprès de nos jeunes. Donc du coup, leurs références sont ailleurs. Il faut donc qu'on mette des moyens conséquents pour qu'on puisse inverser la tendance. Alors on termine par vous, peut-être en 30 secondes avec vous, mais d'abord François Chanon, tout à l'heure Mbala Elanga parlait de la Libye. Le président congolais Sassou Nguesso, lui, il pense que la situation aux tragédies sur les côtes italiennes passe par la résolution du problème libyen. Le pays du feu Kadhafi a été laissé à la merci de toutes sortes de criminels. Permettez-moi très sincèrement de rendre hommage à mon père, c'est-à-dire le père Angilbert Vin. Donc l'assassinat il y a 20 ans m'a profondément indigné au Cameroun. Parce que c'était un prophète par rapport à tous les problèmes de l'Afrique. Il nous a inculqué l'amour de l'Afrique. C'est-à-dire, comme l'on me dise qu'un président, Sassou Nguesso, a dit que le problème de Kadhafi, etc., etc. L'Afrique n'a pas su, depuis longtemps, donner à ses enfants l'amour qui lui revient. L'Afrique, je dis bien l'Afrique tout court. C'est-à-dire que tout ce qui existe en Afrique, aussi bien dans l'intérieur que dans les politiques, etc., vous ne pouvez pas, aujourd'hui, dire que les enfants ne doivent pas partir. C'est impossible. Le fait est là. C'est-à-dire que l'éducation qu'on donne même aujourd'hui, la manière de... Qui est-ce qu'on idéalise dans nos sociétés? C'est ceux qui sont de l'autre côté. On ne connaît plus notre culture. On n'a pas appris à aimer l'Afrique de manière à ce qu'on ne se sente pas. Moi,
presque eu la chance de parcourir les 5 continents. Je connais l'Europe. J'ai vu leur système de valeurs. J'y vais de temps à autre. Je reviens dans mon Afrique, bien sûr, dans mon Cameroun, dans mon pays. J'ai un deuxième pays que j'adore, le Sénégal, qui est comme mon pays. Et j'en profite pour dire Djeredef à tous mes amis. Il a dit que merci pour Djeredef en Wolof, ça veut dire merci. Pour tout l'amour qu'ils m'ont transmis de l'Afrique. Très rapidement, nous sommes à 46 secondes jamais de l'image de la semaine. De penser que on doit encourager les jeunes à prendre la Méditerranée. C'est la mauvaise solution. D'où est-ce que tout ça provient? Ce n'est pas seulement parce qu'on a fragilisé la Libye. On a fragilisé la Libye de manière ponctuelle. Nous avons 30 secondes. Mais avant la Libye, des gars mouraient dans le Sahara. Bien sûr. Les gars mouraient dans le Sahara. C'est-à-dire, ils faisaient l'enclave de Tamaracek et autres. Donc, ce problème existe. Quand vous avez un président qui fait 33, 30, 40 ans au pouvoir, ça n'encourage pas la plupart des jeunes à dire que l'on va venir ici. Quand les gens n'ont pas leur chance, s'il vous plaît, quand les gens n'ont pas leur chance d'accéder dans une grande école au Cameroun, ils vont voir ailleurs. Okay. Parce que, et puis, attendez, c'est quand même important de le dire. Non, vous l'avez dit. Vous l'avez surabondamment. Qui est-ce qu'on présente? C'est l'idiot qui a refusé l'école, qui est arrivé, on ne sait pas très bien comment, en Europe, et qui est revenu, qui a construit subitement 12 maisons, des immeubles dans votre quartier, qui est vu comme un dieu. Quelqu'un qui a réussi. Il faut qu'on prenne ce problème à bras le corps et éduquer la jeunesse africaine. Alors, avec la régie, la complicité de la régie, très rapidement, on prend l'image de la semaine consacrée à 2 petits-enfants abandonnés du côté du quartier de Côte-d'Enguy par leur maman. La maman qui était venue voir une vendeuse de beignets a pris la peine de faire le sac de ces 2 petits-enfants et a fait diversion en mangeant du beignet haricot. Et puis plus tard, elle a abandonné ces 2 petits-enfants que vous avez en image. C'est toujours la pauvreté, Faustin? Bien sûr, c'est triste de voir ça et de constater qu'effectivement, c'est la conséquence de la pauvreté, du désespoir. Vous pensez qu'une femme normale qui a ses 2 enfants, qui peut nourrir ses 2 enfants tous les jours, qui peut se nourrir elle-même, peut être amenée à abandonner ses enfants comme ça? Non, je ne pense pas. Non, je pense que c'est le lieu aussi d'indiquer à nos compatriotes africains que l'avenir, c'est ici en Afrique. On vient de le dire d'ailleurs. Oui, l'avenir, c'est ici. Malgré tout ce qui se passe, c'est ici. L'Afrique a les 3 tiers des terres agricoles pour l'avenir. Oui. Alors, Serge Pot, c'est une autre forme de pauvreté. L'architecture globale de notre sécurité. Oui, je peux parler, c'est une autre forme de pauvreté. Je crois que certes, il y a une pauvreté matérielle, mais ce qui manque aujourd'hui, pour aller dans le même sens que tous ceux qui sont panélistes, il faut construire une culture, une éducation sur nos valeurs africaines. Effectivement. Et pour ça, il faut pouvoir les recenser, il faut un travail cognitif et les diffuser, c'est important. Parce que dans les villages, vous ne verrez pas ça. Ok, 40 dans secondes. Dans nos maisons, on parle des Pyrénées, plus que de Baganté ou de Bafoussam ou de Bolova. Voilà, 40 secondes, 10 pour vous et 10 pour M. Bala. D'abord, on commence par vous sur l'image de la semaine. C'est une image qui montre fondamentalement qu'il y a plus de considération pour l'enfant, qui est symbole de la richesse. Vous savez qu'en Afrique, c'est la natalité qui est un phénomène démographique qui est beaucoup plus valorisé. Et l'enfant représente ce symbole culturel, cette richesse, même si on n'a pas de moyens financiers matériels, parce qu'on va justement mettre l'accent sur un contexte de crise économique. Mais en réalité, il y a un problème mental sur le plan spirituel, à savoir que l'on a même perdu, on a dévalorisé ce qu'est l'enfant aujourd'hui dans le continent noir. Monsieur Mbalaïlanga. Oui, c'est une image absolument dramatique, mais comme le disait Faustin Djikam, c'est difficile de penser qu'une maman peut abandonner de son plein gré un enfant. Ce sont des situations extrêmement difficiles à vivre. Il y a des gens qui ont tellement de mal à pouvoir se nourrir, à pouvoir éduquer leurs enfants, à pouvoir les envoyer à l'école, que parfois ils arrivent à ces extrémités. Mais moi, j'aurais été j'aurais cherché quelqu'un à qui confier ses enfants de manière officielle pour qu'ils puissent un jour les revoir le cœur tranquille. Voilà, merci. On va vous souhaiter bon voyage. Faustin Djikam, vous revenez dans 10 jours avec beaucoup de choses. Alors, c'est terminé la rediffusion de ce programme, chers messieurs et dames. C'est bien sûr lundi quand il sera 23h. Madame, monsieur, il reste qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée à regarder les programmes de Canal 2 International. D'ici à là, gardez le sourire. Bien le bonjour.